Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Mu'taz El-Ahmadine, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et ancien représentant de l'Égypte au sein des Nations Unies. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, monsieur Ravi, comment allez-vous Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de la crise actuelle au Moyen-Orient, la guerre israélo-américaine contre l'Iran, selon vous, quelles erreurs stratégiques ou diplomatiques ont contribué à l'aggravation de cette crise d'une telle ampleur? Bien sûr, premièrement, c'est l'administration courante des États-Unis qui suit aveuglément Israël Oui. contre l'Iran et contre toute la région, depuis Gaza jusqu'à l'Iran, à travers la Syrie, le Liban et l'Irak même. Hier, je crois, il y a des sites en Irak qui ont été bombardés et par Israël et par les États-Unis. Alors là, je crois que c'est une erreur stratégique. Ils n'ont pas bien, le président Trump n'a pas bien calculé ce qui pourrait se passer au niveau global. Il a cru que ça serait une excursion, comme il ne cesse de le dire. Il a cru que ça va être une répétition de son coup au Venezuela. Oui. Mais bien sûr, c'est tout à fait différent. Et tout le monde maintenant, le monde entier, est en train de regarder et souffrir des effets de cette guerre de choix que le président Trump a lancée contre l'Iran. Oui. Selon le point de vue américain ou l'administration américaine, quelle est la position exacte que recherchent les Américains à atteindre par leur présence militaire et leur soutien aux alliés, certainement Israël? Bon, là, c'est la question du million de dollars, parce que chaque jour, le président Trump, et même dans le même jour, il prend des positions différentes. Au début, il a dit que c'était le programme nucléaire, puis il a dit que c'était les missiles, que c'était les alliés de l'Iran dans la région, et puis le changement de régime. Et il tourne autour de ces quatre objectifs qui ne sont pas tout à fait clairs. Oui. À mon avis, il a commencé par vouloir avoir une certaine dissuasion contre la Chine et la Russie pour réaffirmer la domination des États-Unis au niveau international, comme ce fut au Cuba, je m'excuse, non, au Venezuela, et ça va être au Cuba bien sûr après l'Iran. Mais il a été entraîné par Israël dans cette guerre qui n'a pas de fin visible à mes yeux. Oui. Après 12 jours de cette guerre américano-israélienne contre l'Iran, on voit que les pays du Golfe ont commencé à prendre des positions contre cette agression menée par les États-Unis. Ils commencent à critiquer même les États-Unis pour ces positions. Comment voyez-vous cela et son effet sur la situation surtout? Bon, ça c'est très important parce qu'au début et même jusqu'à maintenant, relativement, comme l'Iran a mordu l'hameçon et a attaqué les pays du Golfe, les pays du Golfe, de leur part, ont mordu le hameçon et ont évité de critiquer les États-Unis et Israël. Même hier, il y avait deux sessions du Conseil de sécurité, une sur le Liban, l'autre sur l'Iran. Durant la session du Liban, mon ami et collègue, le représentant permanent de Bahreïn, il a critiqué, il a considéré que les attaques de Hezbollah contre Israël ont été une violation du cessez-le-feu. Mais il n'a pas parlé d'Israël. Là, je crois que c'est une faute stratégique parce que l'Iran n'a pas commencé tout ça. C'est Israël et les États-Unis. Même la résolution qui a été adoptée hier par le Conseil de sécurité, la résolution 2817, présentée par les pays du Golfe et 100 autres pays se sont joints à la présentation de la résolution. Elle a été adoptée, oui, mais elle a été tout à fait muette à propos de l'attaque contre l'Iran. Et là, je crois, ça n'additionne pas à la position des pays arabes, mais ni de l'ONU. Mais malheureusement, ça marginalise de plus en plus et le Conseil de sécurité et l'ONU quand elle est utilisée comme outil pour opprimer les plus faibles et appuyer les plus forts.
Mais là, si les pays du Golfe commencent à critiquer les États-Unis, et même, je dirais, de plus, s'ils mettent un peu de pression financière sur les États-Unis, c'est la seule chance pour arrêter cette guerre le plus tôt possible. Oui, on a vu même le Conseil de coopération du Golfe avoir des négociations stratégiques avec l'Union européenne pour une complémentarité, soi-disant un protocole de coopération, surtout de point de vue stratégique. Est-ce que vous pensez qu'un tel pas est une réponse aux États-Unis pour leur façon de protéger premièrement Israël et puis après cela viennent les pays du Golfe? Non, en vérité, la réunion stratégique entre les pays du Golfe et l'Union européenne était adressée plutôt contre l'Iran que contre les États-Unis et Israël. Et là encore, je vois que les pays européens prennent des positions hypocrites parce qu'ils résistaient à toute force les États-Unis quand il s'agit de l'Ukraine et du Groenland. Oui. Mais là, quand il s'agit du Golfe, ils se sont mis tous à appuyer les États-Unis, y compris en envoyant des navires et des avions dans la région pour, soi-disant, prendre des positions défensives. Mais là, si on défend Israël, on participe à la guerre contre l'Iran. Et puis, ils se plaignent de la hausse du prix du pétrole, ils se plaignent de l'agressivité de l'Iran. Mais je crois que personne ne s'attendait que l'Iran ferait face à une telle agression et aurait demandé de plus. Elle doit se défendre et malgré que ce n'est pas acceptable qu'elle attaque les pays du Golfe, mais c'est compréhensible qu'elle ne trouve pas de moyens que d'attaquer Israël, d'attaquer les bases des États-Unis. Et si les Européens se joignent, ils seront bien sûr une cible des attaques faibles, mais quelquefois effectives de l'Iran. Oui. Quand on parle d'autres puissances que les États-Unis, quel est l'impact de l'implication de la Russie et de la Chine sur l'équilibre régional stratégique dans cette crise? Le rôle de la Russie et de la Chine est très important, mais jusqu'à maintenant, il est restreint au niveau politique. Ils n'ont pas fourni assez d'assistance militaire pour l'Iran, bien sûr, ils n'ont pas non plus mis assez de pression sur Israël et les États-Unis. Hier, dans le Conseil de sécurité, la Russie a présenté un projet de résolution qui n'était pas mauvais. Il n'a pas mentionné Israël ni les États-Unis, mais il demandait au moins un cessez-le-feu ou à cesser toutes les hostilités dans la région. Mais bien sûr, cette résolution n'a pas été adoptée parce qu'elle n'a pas reçu les 9 nécessaires voix en faveur. D'autre part, la Russie et la Chine, ils se sont contentés de s'abstenir seulement sur la résolution des pays du Golfe. Bien sûr, ils n'auraient pas dû la contredire ou voter négativement, mais toutefois, ces positions sont toujours affaiblies et la position russe et chinoise et les Nations Unies. Même maintenant, je me demande même où est ce fameux ou peut-être infameux Conseil de la paix qui a été organisé et établi par le président Trump, qui devait se substituer aux organisations internationales défaillantes. Oui. On n'entend pas de ce Conseil de la paix et je crois que même si ici l'ONU a échoué, là c'est le fracas absolu de cet infameux Conseil de la paix. Quand on parle des initiatives politiques actuellement en cours pour désamorcer la crise, quelles sont les plus importantes selon vous? À mon avis, la seule chance, qui n'est pas très forte, mais c'est la seule chance, serait si l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar mettent de la pression économique et financière à propos des investissements promis aux États-Unis sur le président Trump, parce que lui, il ne comprend que la langue de l'argent. Comme on l'a vu même avec les prix du pétrole en hausse, il commence à hésiter, mais il n'a pas changé sa position, surtout que Israël, de l'autre côté, met la pression et dit qu'ils ne vont pas s'arrêter
jusqu'à ce que le régime en Iran tombe, qu'ils n'auront laissé rien du régime courant en Iran. Alors là, s'il y a une pression sérieuse de la part des pays riches du Golfe qui avaient promis des billions de dollars d'investissement aux États-Unis, peut-être ça pourrait affecter la position du président Trump, mais ce n'est pas sûr, bien sûr. Ça, c'est la seule chance, à mon avis. Oui. Selon vous, y a-t-il des canaux secrets de négociation entre les parties impliquées dans cette guerre? Pas avec l'Iran, à part peut-être avec la Russie et la Chine. Oui. Mais bien sûr, on sait que la Russie est tout à fait distraite dans son conflit avec l'Ukraine. Il y avait avant-hier un appel téléphonique entre le président Trump et le président russe, mais à mon avis, ça a tenu plus de la demande des Russes d'essayer d'allévier les sanctions contre le pétrole, la vente du pétrole russe au marché international, plus qu'une médiation en ce qui concerne l'Iran. La Chine, bien sûr, elle regarde, elle attend, elle ne veut pas, à mon avis, prendre des positions extrêmes en ce qui concerne le Taïwan, mais en même temps, je ne vois pas qu'ils sont prêts à entrer dans une médiation sérieuse en ce qui concerne l'Iran. Oui. Depuis à peu près 2 ou 3 jours, on a vu la Corée du Nord parler de menaces contre la Corée du Sud et les forces américaines sur leur terrain. Est-ce que vous pensez que cette guerre au Moyen-Orient a déstabilisé l'équilibre stratégique dans plusieurs régions du monde? Bien sûr, c'est tout le monde qui souffre de cette déstabilisation provoquée par Israël et les États-Unis. Mais la Corée du Nord, je ne crois pas qu'elle va être entraînée dans ce conflit. Bien sûr, le dirigeant de la Corée du Nord, il aime de temps en temps à faire des déclarations de presse flamboyantes, comme le président Trump, mais pas chaque jour comme son homologue américain. Mais je ne crois pas que la Corée elle est assez loin pour s'entraîner dans ce conflit. Espérons pour le mieux. Est-il, je dirais, réaliste d'espérer un cessez-le-feu dans les prochains jours ou c'est pas envisageable? À mon avis, ce n'est pas envisageable parce que la position israélienne est extrême. La position des États-Unis est tout à fait contradictoire. Chaque jour, comme je disais tout à l'heure, le président Trump prend une position et une autre position qui est tout à fait opposée. Même les ministres américains, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Guerre, ils prennent des positions qui ne sont pas tout à fait consistantes avec celles du président Trump. Elles sont consistantes avec la dernière position qu'ils ont entendue du président Trump. Mais le président Trump toujours est pressé et il parle plus que ses ministres. Alors, je ne vois pas qu'il y a une chance d'un cessez-le-feu assez proche, malheureusement. Oui. Comment cette escalade affecte-t-elle la sécurité des pays voisins et des populations civiles dans cette région? Bien sûr, les pays du Golfe souffrent des attaques quotidiennes par l'Iran, mais aussi il faut prendre compte que ces attaques, elles ont fait des morts qui n'est jamais acceptable et bien sûr cela est condamné. Mais si on compare avec Israël, les attaques iraniennes ont fait plus de morts en Israël qu'aux pays du Golfe combinés, ce qui veut dire que l'Iran vise Israël et les intérêts américains plutôt que le pays du Golfe, parce que Israël a une défense beaucoup plus sophistiquée contre les missiles et les drones comparée à celle des pays du Golfe, ce qui veut dire que si l'Iran ciblait en vérité comme les Israéliens et les Américains propagent les pays du Golfe, il y aurait beaucoup plus de pertes de vie et d'infrastructures dans les pays du Golfe. Mais l'Iran, jusqu'à maintenant, elle vise les infrastructures qui sont liées à la guerre et qui peuvent mettre de la pression sur les États-Unis pour arrêter cette guerre. Oui. Votre Excellence, la rue israélienne, comment voyez-vous le citoyen israélien et sa réaction envers les décisions du Premier ministre Benjamin Netanyahu?
Non, à mon avis, je crois que l'opinion publique israélienne est unifiée contre l'Iran. Peut-être ils n'aiment pas bien leur Premier ministre, ou ils l'aiment bien, je ne sais pas, mais ils sont unifiés contre l'Iran et même contre le Liban maintenant. Il n'y a personne qui questionne que pour Israël, l'Iran est une menace existentielle. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que les capacités de l'Iran ne sont pas à la hauteur de menacer existentiellement Israël, mais je crois que le public israélien est tout à fait pour cette guerre et surtout il applaudit le Premier ministre qui a réussi à entraîner les États-Unis derrière Israël dans cette guerre. Selon vous, quels sont les scénarios possibles dans les prochains jours? Bon, il y aura une hausse des prix du pétrole, bien sûr, toujours de la contradiction dans les propositions du président Trump et une détermination et d'Israël et de l'Iran de continuer cette guerre jusqu'à arriver à une dissuasion de la part de l'Iran contre Israël et les États-Unis et essayer de changer le régime en Iran ou détruire l'Iran ou la diviser de la part d'Israël. Espérons pour le mieux, Votre Excellence, ambassadeur Moataz El Ahmadine. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères et ancien représentant de l'Égypte au sein des Nations Unies. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause. Law and international humanitarian law must always be respected.